Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous propose d'aller au Québec pour rencontrer Catherine Emmanuelle Delisle. Enseignante en primaire, Catherine Emmanuelle est devenue thérapeute en relation d'aide. Diagnostiquée infertile à 14 ans, elle a vécu un long chemin de deuil plombé par l'isolement et le silence. En 2012, Catherine Emmanuelle Delisle a créé le blog Femmes sans enfants pour briser le tabou et aider les femmes qui, comme elle, comme moi, sont devenues involontairement des femmes sans enfants. Bonjour Catherine Emmanuelle. Bonjour Gaëlle. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec vous entre la France et le Québec où vous vous trouvez. Mais moi aussi, je suis ravie de faire connaissance avec vous et avec les gens qui vous écoutent. Alors, je dois vous dire que c'est grâce à ce podcast que j'ai découvert votre blog pendant mes recherches. Et en fait, tout d'un coup, ça a fait tilt parce que je ne m'étais jamais identifiée à une femme sans enfant, alors que je le suis à plus de 50 ans. Et qui, en fait, il y avait plein d'expériences et d'occasions de ma vie durant lesquelles j'ai senti, ou parfois je me sens encore, pas comme les autres. Alors, je me suis dit que c'était vraiment un sujet à aborder ensemble et qu'il fallait qu'on fasse cet épisode. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Génial, parce que c'est devenu un des centres de ma vie de parler de ça. Et souvent, les gens, quand ils me reçoivent en entrevue ou en fait, ma propre mère me dit, mais écoute, Catherine, t'es pas tannée de parler de ce sujet-là. Ça fait cette année, en 2022, en fait, ça va faire 10 ans que je parle des femmes sans enfants. Puis non. Qu'est-ce que ça veut dire, être tannée? En québécois, être tannée, c'est être fatiguée de... Non, je suis pas tannée. Ça me passionne autant qu'au départ, quand j'ai commencé. C'est sûr que maintenant, les objectifs ont changé en cours de route, puis ça a un lien direct avec le deuil que j'ai fait en même temps que ce que j'ai créé. Donc, je suis encore autant passionnée, puis il y a encore beaucoup à faire pour faire comprendre au grand public ce que peuvent vivre ces femmes au quotidien. Vous le disiez, hein, cet engagement trouve son origine dans votre histoire personnelle. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? Avec plaisir. Donc, on plonge ensemble. Alors moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Alors, quand j'étais petite, je m'occupais des enfants, je les gardais, je m'amusais beaucoup avec mes cousins, cousines. Et j'ai toujours eu un contact naturel, spontané, simple avec les enfants. Donc, c'était clair pour moi que j'aurais des enfants. C'était même pas une question. Et l'âge de la puberté est arrivé. Mais à l'âge de la puberté, donc à 14 ans, d'habitude, ça arrive à peu près à cet âge-là pour les femmes, les jeunes femmes. Mais pour moi, il se passait rien. Donc, je n'avais pas de menstruation, mon corps ne se transformait pas. Donc, je ne grandissais pas non plus. Alors, on est allé, ma mère et moi, consulter à un hôpital pour enfants à Montréal. Et j'ai passé toutes sortes d'examens. Puis, le verdict est tombé. Je n'avais pas d'ovule. Donc, ce qui voulait dire qu'à 14 ans, j'apprenais que j'étais en ménopause précoce. Je fais juste une petite aparté pour expliquer que la ménopause précoce, qui s'appelle aussi, on parle d'insuffisance ovarienne, c'est l'impossibilité de concevoir des enfants naturellement. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on annonce une telle nouvelle à une jeune fille de 14 ans? Ça a été fait d'une manière très
annoncé d'une manière très, très rationnelle par les médecins, tout ça. Et après, ma mère et moi avons quitté l'hôpital et j'ai un souvenir de ma mère qui conduit la voiture et qui pleure à côté de moi. Et moi qui pleure avec elle et nous restons en silence. Et par la suite, nous n'avons plus jamais reparlé de ce diagnostic. Et j'ai su plus tard que mes parents ne m'en parlaient pas parce qu'ils ne voulaient pas m'affecter ou m'attrister ou déclencher quelque chose en moi, une peine. Donc, le chemin qu'ils ont emprunté, c'était de ne pas parler de la situation. Et ils ont cru bien faire et je leur en veux pas du tout. Mais en fait, ça a contribué à rendre cette nouvelle encore plus intense, dramatique, taboue et difficile à accepter pour moi. Et la toute jeune fille que vous étiez à l'époque, est-ce qu'elle a réalisé ce qui venait de lui tomber dessus et ce qu'on venait de lui dire? Sur le coup, j'ai totalement réalisé ce qui m'arrivait. Totalement. J'ai réalisé l'ampleur, mais c'était impossible pour moi de le mettre en mots. Et étrangement, j'ai su tout de suite que je n'aurais pas d'enfant. Parce que moi, j'ai su tout de suite que je voudrais pas adopter. Et je peux pas expliquer, c'est venu très rapidement, presque sur le coup, là. Donc, j'ai su instinctivement que je devrais faire le deuil de la maternité. Mais effectivement, j'avais aucune idée de ça aurait l'air de quoi ma vie sans enfant. J'aurais aucune idée du deuil abyssal dans lequel ça me plongerait. Donc, je pourrais dire que de l'âge du diagnostic jusqu'à l'âge de 35 ans, j'en ai pratiquement pas parlé, sauf à des amis, des copines proches, parce que je me sentais complètement à part des femmes autour de moi. Je me disais, mais il y a personne qui va pouvoir me comprendre là-dedans. Donc, j'ai commencé à me sentir décalée, complètement décalée par rapport aux femmes de mon âge. Et cette impression de décalage s'est poursuivie, s'est intensifiée, en fait, parce que moi, je suis enseignante au primaire. Et donc, je suis toujours dans un milieu extrêmement pro-nataliste, entourée de femmes qui sont mères et entourée d'enfants. Donc, cette impression de décalage s'est exacerbée jusqu'à ce que ça devienne complètement insoutenable et que je ressente le besoin profond de trouver à tout prix des femmes qui vivent, qui ressentent les mêmes émotions que moi, qui ont le même vécu que moi, qui savent qu'ils n'auront pas d'enfants parce qu'elles sont infertiles. Et c'est devenu pressant pour moi de commencer mon deuil. Et pour moi, commencer mon deuil, ça s'est fait en allant vers les autres. Alors, j'ai pu, puis je vois que ça me touche quand je le dis, j'ai les yeux pleins d'eau, puis ça m'émeut parce que ce que j'ai vécu, c'est beaucoup d'isolement. Et c'est à travers mon désir d'aller vers les autres femmes comme moi que j'ai trouvé un sens à tout ça, un réconfort et au départ, un début de reconstruction et un début d'acceptation. Votre partage m'émeut parce que je suis passée par ce sentiment d'être décalée, de ne pas avoir les mêmes priorités ou les mêmes préoccupations que mes amis qui avaient des enfants, de ne pas être incluse dans les après-midi goûters, anniversaires et autres, et même les échanges entre parents autour des enfants. Et vous parliez d'isolement. C'est vrai que ça vous met vraiment à part, quelle que soit la relation de proximité que vous avez avec ses proches, ses amis, ses parents. Alors vous, vous étiez au quotidien avec des enfants. Comment est-ce que vous avez géré toute cette peine, toute cette souffrance qui vous habitait? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai tout refoulé, pensant que c'était la manière de faire, jusqu'à temps que ce ne soit plus possible, que le vase déborde et que j'arrive à un point où je me dis, mais là, il faut que je m'occupe de ça, sinon je vais imploser.
C'était rendu que ça prenait toute la place dans mon identité de femme. Et je crois que j'avais grand besoin d'en parler, de parler. Je crois que c'est ça. Et moi, ça s'est pas fait en parlant à 35 ans. C'était plus nécessaire d'en parler. C'était plus, pas nécessaire, mais c'était plus aidant d'en parler seulement à une ou deux copines. Il fallait que je le dise au monde entier. Il fallait que j'avais la profonde intuition que d'autres femmes souffraient autant que moi, sinon plus que moi. Et, euh, et ce qui a motivé la création de mon blog femmesansenfants.com, c'était le mantra « Je ne veux pas que d'autres femmes souffrent autant que j'ai souffert. » C'est terminé. Ça va changer dès maintenant. Et dans le fond, ce qui est devenu le cœur de mon travail, c'est de permettre aux femmes sans enfants d'entendre la parole de d'autres femmes sans enfants par des entrevues. Alors, je me suis mise à la recherche de femmes connues, de femmes inconnues, du grand public, des femmes francophones, des femmes anglophones, pour enregistrer leurs témoignages. Parce que je crois que chaque entrevue que je fais peut contribuer à aider, à voir une petite lumière au bout du tunnel, à voir les choses différemment, à avancer sur la route du deuil et surtout à réaliser qu'on n'est pas seul à vivre ça. Donc votre blog, en quelque sorte, ça a été comme une bouée de secours pour sortir de ce mal-être. Ben je pense que c'était une grande souffrance de l'âme. C'était un sentiment d'être anormale ou différente, exacerbée par le milieu de travail où je me trouvais. Puis c'était une question de survie, en fait. De passer, de trouver de passer en mode solution, en fait. Puis quand je dis en mode solution, mais ça veut pas dire de mettre un pansement sur ce qui est douloureux et de passer outre, mais c'est vraiment, il fallait que je passe à l'action dans mon deuil. Puis, tu sais, le passage à l'action pour faire le deuil, expression que j'aime pas vraiment, j'aurais plus tendance à dire vivre son deuil. Ben ça s'est fait premièrement par la création du blog, mais ça s'est fait aussi à travers un rituel. Puis je veux prendre le temps d'en parler parce que c'est important, vraiment important. C'est une des étapes qui peut beaucoup aider les femmes sans enfants, puis c'est très concret. Bien sûr, avec grand plaisir. Comme les femmes sans enfants, elles sont en dehors du rituel que vivent beaucoup de femmes qui sont mères. Donc, ces femmes qui sont mères, leur vie est beaucoup ritualisée par l'arrivée de l'enfant. Et quand les femmes mères réfèrent à leurs enfants ou ils réfèrent à leur vie de femmes, elles disent souvent « Ah oui, ça c'est quand j'étais enceinte du premier. Ah oui, à ce moment-là, j'ai accouché du deuxième. Ah oui, je me rappelle. » Bon, elles font référence à tous ces marqueurs qui jalonnent leur vie. Mais pour nous, les femmes sans enfants, il n'y a pas ces marqueurs-là liés à la fertilité, à la fécondité. Et pour moi, ça a été important de trouver quelque chose qui pourrait servir de marqueur, de jalon dans mon deuil. Et ce que j'ai fait pour amorcer mon deuil, c'est que j'ai choisi de planter un arbre dans un parc de ma ville. Donc, choisir un arbre, d'abord, il y a la force du symbole. L'arbre, c'est quelque chose qu'on plante, c'est quelque chose qu'on peut voir croître, grandir. C'est quelque chose qui se transforme au gré des saisons. C'est quelque chose qu'on peut visiter. Particulièrement moi, il est dans un parc de ma ville, donc je peux aller le voir quand je veux. Et je sais qu'il sera protégé, qu'il sera toujours là. Il est dans un parc protégé du Québec.
Donc, c'est un arbre que j'ai planté avec ma famille proche, mon père, ma mère et ma sœur. Lorsque j'ai planté cet arbre, j'avais rédigé sur un papier toutes les raisons pour lesquelles je souhaitais être mère, tout ce que je laissais aller, euh, tous les rêves, en fait, qui mouraient. Et par la plantation de cet arbre, j'ai disposé cette feuille sous les racines de l'arbre et nous l'avons planté ensemble. Donc, nous avons fait une cérémonie de deuil. Donc, ce moment-là fait partie des points, des moments forts de mon deuil, de la maternité. Et c'est une manière d'accepter, de laisser aller tous les rêves qui étaient liés, tous les rêves que j'avais qui étaient liés à mon désir de devenir mère. Donc ça, je pense que ça peut être une façon concrète pour les femmes de vivre leur deuil. Je suis très touchée par le rituel que vous venez de nous partager, en fait. Parce que l'arbre a une symbolique très puissante entre l'enracinement, la sève qui est une force vitale extraordinaire, la croissance saison après saison, quelles que soient les intempéries, et la direction vers le ciel. On est des êtres entre ciel et terre. Et puis vous avez utilisé l'expression laisser aller, qui pour moi évoque à la fois des peurs immenses, mais surtout l'acceptation de ce qui est, la douceur de s'autoriser à lâcher pour se remettre dans le flux de la vie. Donc merci pour cette belle idée que pourront s'approprier des femmes qui nous écoutent. Je tiens à dire par rapport à ça qu'il y a autant de façons de faire le deuil que de femmes. Donc, pour moi, j'ai trouvé ce symbole de l'arbre et tout ça, de la cérémonie. Mais pour une autre femme, ça peut être un tout autre symbole. Mais il s'agit simplement de se poser et de prendre, d'essayer de voir qu'est-ce qui résonne en nous, qu'est-ce qui aurait du sens pour nous, qui nous apaiserait et qui nous donnerait, qui nous ferait du bien, en fait. Puis de le faire aussi, ça peut être fait en relation aux autres, mais ça peut être fait aussi seul avec soi-même. Donc, les deux options sont possibles. Il s'agit juste de savoir de quoi on a besoin. Oui, c'est vraiment important de s'écouter et de savoir ce qui est juste pour soi. Je voulais vous poser une question, Catherine et Manuel, sur le regard des gens posés sur les femmes sans enfants. Est-ce que vous avez, vous, constaté une différence entre les femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce que voilà, la vie est ainsi faite et celles qui n'en ont pas parce qu'elles n'ont pas voulu? Oui, en fait, ce qu'on me dit, puis ce que je constate, c'est que les femmes sans enfants, par choix, font face à plus du jugement et les femmes sans enfants, par circonstance, davantage de la pitié des gens. Donc, si on est femme sans enfants par choix, ben, on nous sert souvent, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être vieille? Qui va s'occuper de toi? Et donc, des jugements. T'as pas pensé, tu veux contribuer à la dénatalité ou on leur sert, quoi, tu n'aimes pas les enfants? Donc, on les juge souvent en les faisant sentir comme anormales, dysfonctionnelles, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez elles et comme si c'était pas acceptable socialement de choisir de ne pas avoir d'enfants. Et pour ce qui est des FSE par circonstance, on les regarde effectivement, je trouve, avec une certaine pitié, souvent en leur disant malheureusement, en leur prodiguant des conseils. Donc, par exemple, en leur disant, as-tu pensé à l'adoption? As-tu pensé à aller en fertilité? Évidemment, quand on est sans enfant par circonstance, c'est clair on a passé à travers toutes ces étapes, ce questionnement,
Et mais ça peut être très déclenchant de se faire servir ce genre de questions-là, parce que ça revient en fait à répétition. Et c'est comme si, en fait, les gens, je crois que ça parle en fait du malaise des gens face au fait d'être en face d'une personne qui ne peut pas avoir d'enfant. Et on dirait que c'est comme s'il fallait absolument trouver des moyens de se conformer à ce que la majeure partie de la société fait. Alors, c'est difficile pour les gens d'accepter de rester là avec la personne et de simplement, pas essayer de la réparer, mais simplement de lui prodiguer de l'empathie par rapport à ce qu'elle vit. Donc, ça parle vraiment encore, selon moi, c'est ça, du malaise des gens face à cette question de ne pas avoir d'enfant par choix ou par circonstance. Et ça les pousse, on dirait que ça les amène à imaginer, mais qu'est-ce que serait ma vie sans enfant? Et pour les gens qui posent cette question, c'est peut-être, ils ont l'impression que leur vie n'aurait plus pas de sens s'ils n'avaient pas d'enfants. La question du sens de la vie est centrale et même fondamentale. Mm-hmm. On se pose 10 000 questions. Pourquoi moi? Quel est mon but? Quelle femme suis-je? Qui suis-je? Le grand défi, c'est un défi existentiel, particulièrement pour les FSE par circonstance, de trouver un sens à leur vie. Effectivement, ça les plonge dans des questionnements existentiels parce que ça les amène, ces femmes-là, sur une trajectoire complètement imprévue. Une trajectoire à explorer et à inventer. Et ça se fera pas par le biais de la création d'un autre être humain. Et pour les femmes au départ qui font le deuil de la maternité, c'est extrêmement vertigineux. Oui, vertigineux, je pense que c'est très juste pour exprimer les abysses dans lesquels ça nous plonge. Le deuil de la maternité, c'est comme des vagues. Je crois que c'est Isabelle Tillman qui avait utilisé cette comparaison-là, si je me souviens bien, puis ça m'avait frappée comme une vague. Donc, au départ, quand on fait le deuil, les vagues frappent très fort, frappent très, 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 très fort. Et plus on avance dans le deuil, plus les vagues s'espacent et frappent de moins en moins fort. Mais ce qui est très particulier du deuil de la maternité, par contre, c'est que souvent quand on pense qu'on a terminé notre deuil, qu'on a fait notre deuil comme la société s'attend qu'on fasse, et bang, ça nous frappe de nouveau. Donc, ce qui est complexe dans ce deuil-là, c'est qu'il est souvent réactivé de plein de façons et dans plein de sphères de notre vie. Donc, ça peut être aussi évident que quand on regarde la télé, on voit une annonce de couche. Deuil redéclenché. Ensuite, il y a une amie qui nous appelle, qui nous dit qu'elle est enceinte. Deuil redéclenché. On s'en va au magasin, on voit une femme enceinte. Deuil redéclenché. On va au travail, nos collègues parlent autour de la table, dans la salle des employés, de leurs enfants et du fait qu'ils les ont inscrites aux activités de la ville. Deuil redéclenché. Donc, c'est dans toutes les sphères de la vie que ce deuil-là est redéclenché constamment. C'est ça qui fait que le deuil est si long, peut être si long, si intense et peut nous prendre vraiment souvent par surprise. Donc, moi, je crois qu'on peut faire le deuil de la maternité, mais
si on me demande, est-ce qu'on en guérit complètement? C'est comme si c'était une maladie. J'ai utilisé le mot guéri, puis même pour moi, ça sonne étrange. Mais je crois qu'on apprend à apprivoiser les vagues. On apprend à les accepter. On apprend à arrêter de s'en défendre, à arrêter d'être frustré que ces vagues soient là. On apprend à les regarder, à les accueillir, à faire avec. Puis, on apprend aussi à prendre soin de soi quand ces vagues reviennent. Donc, pour moi, c'est ça, faire le deuil de la maternité. C'est pas espérer qu'on se lève un matin et que tout d'un coup, tout baigne et que les sentiments de deuil soient disparus. Je ne crois pas à ça. Je crois que progressivement, on apprend à accepter la réalité telle qu'elle est et on apprend aussi à le dire à notre entourage quand on vit des moments difficiles, à le dire quand on est déclenché. On apprend à se protéger de faire certaines activités qui, pour nous, peuvent être souffrantes. Donc, on apprend davantage à respecter nos propres limites en relation et on apprend à exister avec ce que ça déclenche en nous, ce deuil, quand on est en société, quand on est en relation avec les autres. Et je crois que c'est en faisant ça, très progressivement, on accepte que ces vagues fassent partie de nous et reviennent avec plus ou moins d'intensité, de fréquence, avec le temps. Et voilà, on apprend en fait à surfer un peu sur les vagues. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si je me permets de prendre mon exemple, quand je vois l'amour ou la complicité entre mes amis, mes proches et leurs enfants, évidemment, je suis très heureuse pour elles et pour eux. Mais quelquefois, très, très ponctuellement, je ressens un tout petit pincement au cœur. Et en fait, ce sont ces vagues devenues des vaguelettes dont vous parliez, hein, avec le temps. Mhm. Et je ne subis plus du tout ce deuil, hein. Je suis en paix avec cette réalité, avec ma réalité. Mais dans ces cas-là, je me connecte avec cette petite peine qui n'est pas triste du tout d'ailleurs, mais qui est tapie dans l'ombre et qui ressurgit parfois. Et d'ailleurs, ça me fait penser que vous dites que la non-maternité, c'est une expérience à vivre et pas à subir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand on est en grande souffrance, en plein cœur du deuil, effectivement, on le subit. On le subit par toutes les interactions sociales qui sont des déclencheurs de souffrance. Donc ça, c'est vraiment... et je veux que les femmes qui sont sans enfant par circonstance euh, se foutent la paix, en fait, à elles-mêmes. C'est normal d'être déclenchée. C'est normal d'être défensive. C'est Pour ces femmes-là, c'était le rêve de leur vie d'être mère. C'est normal de réagir par rapport à ce qui se passe autour de nous, par rapport à l'environnement dans lequel on vit. Et nous sommes dans une société pro-nataliste. Alors, c'est partout autour de nous. Donc, c'est normal que ce deuil-là soit difficile à faire. C'est partout autour de vous, mesdames. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'insister là-dessus et parce que je sais que certaines femmes peuvent se culpabiliser de leur réaction défensive et aussi de la durée de leur deuil, peuvent se juger elles-mêmes. C'est un deuil qui peut devenir complexe, qui peut être long à faire. Ça, je tiens à le dire, mais ce n'est pas un deuil impossible. Il faut toutefois se donner le temps de le faire et l'espace pour le faire et l'environnement pour le faire. Dans le processus de guérison du deuil, vous aurez aussi envie de partir, de déserter et de fuir.
ce qui est normal face à la souffrance. Mais céder à cette envie risque de vous fragiliser. Alors, j'ai tiré cette citation du livre Le deuil, une blessure relationnelle de Louise Racine. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux femmes qui nous écoutent, qui sont au cœur de ce deuil et qui souffrent? Bien, premièrement, il y a une période où on va avoir besoin de prendre soin de soi. Puis prendre soin de soi, mais ça commence avec placer des barrières, un cadre clair, comment je pourrais dire? Définir clairement notre territoire et de quoi on a besoin dans ce territoire-là. Donc, au départ, quand on commence le deuil de la maternité, effectivement, peut-être qu'on va être en mode plus fuir davantage les événements qui sont des déclencheurs pour nous, comme les rencontres sociales, les fêtes d'enfants, on appelle ça les showers. Donc, ce sont des fêtes pour souligner l'approche de la naissance d'un enfant. Donc, je crois que l'entourage doit être conscient, premièrement, que les femmes qui souffrent du deuil de la maternité se retireront davantage pendant un certain temps et l'entourage doit accepter de respecter cette période de réclusion pour les femmes qui font le deuil parce qu'elles en ont besoin. Elles sont en mode reconstruction et elles essayent aussi de se comprendre elles-mêmes. Donc ça, c'est la première chose que je dirais, de respecter cet espace-là que ces femmes tracent autour d'elles pour faire le point, pour se comprendre. Ensuite, j'encouragerais l'entourage à demander carrément à la femme de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qui lui fait du bien, mais qu'est-ce qui ne l'aide pas? Parce que d'une femme à l'autre, ça va être différent. Il n'y a pas de recette one size fits all qui va être applicable à toutes les femmes qui font le deuil de la maternité. Donc, c'est la femme qui va être capable de dire de quoi elle a besoin, ce qui fait du bien et ce qui ne fait pas de bien. Alors, pour certaines femmes, de ne pas en parler, ça va être la chose à faire. Pour d'autres, elles vont dire, ben, tu peux me poser des questions, tu peux t'informer. Elles vont être en mesure de dire, de nommer leurs besoins en relation. Et si on arrive à faire ça avec une femme sans enfant qui est autour de nous, bien à ce moment-là, cette personne-là va se sentir respectée et va sentir qu'elle a de la valeur parce qu'on lui demande clairement de quoi elle a besoin. Et troisième point, accepter. C'est important pour l'entourage d'accepter que ça puisse fluctuer. Donc, qu'il peut y avoir des changements soudains, des changements abrupts, que ça peut changer, que ça peut évoluer et de revérifier de manière périodique auprès des femmes sans enfants en deuil, revalider quels sont leurs besoins, peut être vraiment aidant. Donc, et en faisant ça aussi, ben, ce que je trouve, c'est qu'on donne beaucoup, en demandant aux femmes quels sont leurs besoins, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à la relation. Et ça, c'est important parce que souvent, comme je l'ai dit, ces femmes se sentent isolées. Et ce qu'on veut éviter, c'est de les faire sentir encore plus isolées par nos comportements et nos interactions. Donc, maintenir les ponts le plus possible, s'adapter à une situation qui est fluctuante et accepter de respecter les barrières ou l'environnement que la personne sans enfant tracera autour d'elle pour faire le point sur ce qu'elle vit et surtout accepter ce qu'elle vit. C'est vraiment super important tout ce que vous venez de dire et merci d'avoir été aussi clair sur les besoins des femmes en souffrance. Donc, si je résume, il s'agit de respecter
la mise en retrait de cette femme et le périmètre qu'elle met en place pour se protéger, c'est d'accepter ce qu'elle vit sans la juger. Parce que de toute façon, qui on est pour juger la souffrance de l'autre, le chagrin de l'autre? C'est de demander ce dont elle a besoin pour pouvoir la soutenir, trouver des ressources avec elle ou pour elle et maintenir la relation en s'adaptant à toutes ces fluctuations qui risquent d'être beaucoup plus intenses et plus présentes que d'ordinaire. Exact. Alors tout à l'heure, Catherine Emmanuel, on parlait des questionnements sur le sens de la vie et j'aimerais savoir, parmi les femmes que vous rencontrez, qui témoignent, comment est-ce qu'elles ont transformé ce deuil, cette réalité? Souvent, je sais que les femmes sans enfants se mettent comme une pression de faire quelque chose de grandiose avec leur vie. J'ai pas eu d'enfant, alors il faut pas que je rate mon coup, il faut que je fasse quelque chose d'absolument extraordinaire de mon existence pour me réaliser. Mais non, non, l'important, c'est, à mon avis, simplement d'apprendre à être soi en vivant avec cette absence, ce deuil, pour être ensuite capable de se tourner vers le reste de notre vie et de trouver qu'est-ce qu'on veut faire du reste de notre vie. Puis ça, ben, c'est vraiment personnel à chacune. Puis, je pense que c'est aussi ancré et ça se retrouve probablement, à mon avis, dans nos rêves d'enfants. Qu'est-ce qu'on rêvait de faire de notre vie quand on était une petite fille? Qu'est-ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qui nous faisait briller les yeux quand on y pensait? Donc, c'est d'arriver à retrouver cette flamme-là qui est présente en chacune de nous pour essayer de voir, mais à quoi je rêvais avant de vivre cette perte tellement douloureuse? Qui j'étais avant? Quels étaient mes rêves, mes aspirations avant de penser à être mère? Donc, je pense que c'est vraiment, vraiment important d'arriver à retrouver ce chemin-là qui pourrait être un indicateur de ce qu'on a envie de faire du reste de notre vie. C'est se reconnecter à sa nature finalement. Mais du coup, ensuite, pour se projeter dans un monde qui ne vous reconnaît pas dans votre singularité, c'est compliqué en termes d'identification. Ben oui, parce que c'est pour ça que j'ai fait mes entrevues, parce que moi, j'arrivais pas à m'identifier aux femmes autour de moi. Je trouvais pas de modèle, puis je me disais, mais ça n'a pas de sens. Comment je peux croire en la validité, aux possibilités que la vie m'offre? Comment je peux y croire si je ne vois personne qui parle de ça, qui me dit qu'il l'assume, qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, qu'elle est épanouie? Donc moi, il faut que il faut que je mette ces femmes de l'avant parce que à qui peut-on s'identifier si personne n'ose parler? Donc, c'est pour ça que je suis partie dans une quête vraiment pour trouver des femmes qui voulaient en parler parce que je savais et personnellement, j'avais un grand besoin de m'identifier à des modèles de femmes. Et du coup, avec ces nouveaux modèles, qu'est-ce que vous dites au sujet de la finitude de la famille, de cette absence en fait de transmission de parents à enfants? Pour ce qui est de la transmission, c'est un autre point super intéressant parce que on dirait que dans la société, ce qui est véhiculé comme la transmission ultime, c'est de transmettre à son enfant. Mais non, il n'y a pas que ça dans la vie. Puis c'est quand on dirait que quand on est femme sans enfant, ça devient super évident qu'on peut vraiment transmettre d'une autre façon et à d'autres personnes. Donc, pour moi, la transmission, je la fais à travers la façon dont j'accompagne mes clients. Je transmets à mes élèves qui ne sont pas mes enfants. Puis, c'est pas nécessaire non plus de transmettre absolument à des enfants. On peut transmettre à d'autres êtres. On peut transmettre notre cœur, notre passion, notre soin à des animaux.
Je connais une FSA qui dédie sa vie à prendre soin des animaux sauvages. Ben, elle transmet son amour, son soin, son temps. On peut s'impliquer dans une cause comme bénévole, donc transmettre de soi dans des relations qu'on crée avec des personnes âgées, des élèves, ça peut être avec des amis, tout simplement. On peut décider d'investir dans nos relations amicales et transmettre de qui on est à travers ça. Donc ça, c'est quelque chose je crois, qui est difficile à voir au départ pour les FSE parce que qui sont en deuil parce au départ, on est tellement focalisé sur cette manière de transmettre à des enfants biologiques. C'est comme si on voit pas le portrait global. Mais avec le temps, je crois que progressivement, on arrive à trouver des avenues qui nous permettent d'entrevoir la transmission dans un spectre beaucoup plus large, en fait. On n'a pas abordé les chiffres jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes sans enfants dans le monde? Une statistique qui revient souvent, c'est une femme sur 5 de 45 ans et plus dans le monde actuellement est une femme sans enfant. Et il y a de plus en plus de femmes qui sont sans enfants à travers le monde. Donc, c'est plus un phénomène marginal, en fait. C'est un phénomène en croissance dans plusieurs pays. Ah oui, je connaissais pas ces chiffres, c'est effectivement impressionnant. Et je comprends le développement de votre visibilité, de votre blog, parce que ça répond à un vrai besoin. Comment ça a pris à l'époque, donc en 2012, où on parlait pas du tout, pour le coup, de ce sujet? Bon, comment les choses ont pris? Avec beaucoup, beaucoup de détermination, d'investissement de temps, de courriel, de réseautage, parce que je suis profondément une personne déterminée à aider. Les choses ont commencé par, comme je disais, des entrevues. Ensuite, j'ai eu envie de passer à l'action concrètement pour rencontrer des femmes. Donc, j'ai décidé de lancer des groupes sur la plateforme Meetup qui sont toujours des groupes qui sont toujours actifs. Donc, j'en ai lancé un à Montréal. Il y en a eu un en cours de route à Québec. Ensuite, un à Paris. Et maintenant, j'ai d'en ouvrir un en Suisse. Donc, à travers la création de ces groupes, on est passé du mode virtuel au mode en présentiel, le mot le plus populaire. Maintenant qu'on sort tranquillement de la pandémie. Alors, c'est ça. Donc, passer du virtuel au présentiel, ça a apporté un gros plus pour moi, en fait, dans ma vie en tant que femme, parce que ce que ça a fait, c'est que j'ai pu commencer à me faire, c'est le cadeau insoupçonné des groupes Meetup. Eh bien, j'ai fait évidemment des liens avec des femmes sans enfants et certaines de ces femmes sont devenues des amies. Donc, j'ai agrandi ma tribu personnelle de FSE parce que j'ai créé en cours de route l'acronyme FSE, l'abréviation, pour parler des femmes sans enfants. Ensuite, j'ai créé 2 conférences. Ça fait partie de l'évolution de mon travail. Donc, une conférence qui s'intitule Vivre sans enfants, une réalité à découvrir et reconnaître, qui s'intéresse au grand public. Et ma deuxième conférence qui s'intéresse aux femmes et aux hommes sans enfants dans le monde du travail. Ah oui, ça c'est aussi un sujet important comme tous les autres d'ailleurs. Mm-hmm. Mais effectivement, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Et moi, je constate en fait que on dirait que le temps personnel des femmes sans enfants, on a l'impression que ça a moins de valeur que le temps personnel des mères. Alors que
que les deux groupes ont besoin de ce temps personnel. La différence, c'est que on ne fait pas la même chose de ce temps-là. Et c'est pas parce qu'on est à la maison, en congé, qu'on les arde toute la journée, qu'on passe nos journées à écouter Netflix et qu'on a plein de temps libre. Au contraire, je veux dire, puis j'en connais plein, tu sais, je suis en lien avec plein de femmes sans enfants et les femmes sans enfants sont fort occupées à toutes sortes de choses. Et donc, moi, c'est ça qui me dérange, cette espèce de pensée qu'on a tout notre temps et parce qu'on a tout notre temps, ben on devrait être disponible constamment pour combler, en fait, soit les départs hâtifs des mères pour aller chercher leurs enfants ou... donc, selon moi, ce qui devrait y avoir, c'est une plus grande reconnaissance de la valeur du temps personnel de tous. Ça, c'est la première chose. Et donc, un respect davantage, autant pour les mères que les non-mères. Donc, ça, c'est vraiment... Il y a vraiment quelque chose à repenser dans les entreprises aussi en termes d'échange de temps. Et on pourrait penser à des méthodes, par exemple, pour compenser ces femmes qui ne sont pas mères, qui remplacent ces femmes qui sont mères, qui doivent quitter hâtivement. Donc, pour qu'il y ait une impression de justice pour ces femmes-là sans enfants qui pallient souvent pour les autres. Et nous comprenons parfaitement la réalité des mères. Nous y sommes sensibles aussi. Ça doit vraiment pas être facile de gérer une famille tout en gérant un travail. Mais si je peux faire le parallèle avec les femmes célibataires sans enfants, j'en suis une, c'est très difficile pour nous aussi de gérer notre vie puisque nous la gérons complètement seuls. Donc, si la mère qui a un conjoint peut s'appuyer sur lui pour avoir de l'aide pour faire les tâches ménagères ou pour partager différentes tâches, de notre côté, bien, on se retrouve seul pour tout gérer. Notre travail, notre vie personnelle, nos amitiés, les courses, les réparations dans notre logis. Quand on parle, et ça, je vais référer à ça, parce que c'est très important, quand on parle de notion de charge mentale, pour moi, c'est faux de dire que les femmes sans enfants n'ont pas de charge mentale et que la charge mentale, c'est uniquement quelque chose qui concerne les mères. Je crois que toutes les femmes ont une charge mentale, mais c'est juste provoqué par différents déclencheurs dans leur vie. Donc, je crois plutôt que de s'opposer, les mères et les non-mères dans le monde du travail, qu'on devrait davantage se concerter pour trouver des solutions qui peuvent nous aider, les deux groupes, à être des femmes plus épanouies, en fait. Et je crois qu'on gagne beaucoup à travailler ensemble, à trouver des solutions, plutôt qu'à opposer ces deux groupes de femmes. Donc, je pense qu'il y a dans le monde du travail encore beaucoup d'éducation à faire au niveau de ce qui est des dirigeants d'entreprise, pour qu'ils tiennent davantage compte des besoins des femmes sans enfants, car elles en ont des besoins dans le monde du travail versus les besoins des mères. On a parlé beaucoup de conciliation travail-famille pour les mères, mais très peu des enjeux auxquels les femmes sans enfants vieillissantes auxquels elles vont faire face. Par exemple, moi, je suis une femme de 45 ans et mes parents approchent de 80 ans. Donc, il y a des grosses chances que dans les prochaines années, je devienne une aidante naturelle. Alors non, je n'ai pas d'enfant, mais moi, je vais devoir m'occuper de mes parents vieillissants.
Alors, est-ce qu'on tient compte de cette réalité qui va venir, qui va augmenter? Je suis convaincue, mais la démographie le dit. Donc, les populations vieillissent et ça a toujours été le cas. C'est souvent les femmes sans enfants au cœur des familles qui prennent soin davantage des parents vieillissants parce que supposément, elles ont plus de temps. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir à toutes ces questions-là de conciliation travail-famille. Et moi, je souhaiterais qu'on parle davantage de conciliation travail-vie personnelle plutôt que de conciliation travail-famille, parce que conciliation travail-vie personnelle est beaucoup plus inclusif des FSE. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, complètement. En fait, c'est de réfléchir sur des critères plus inclusifs parce que quand on parle de famille, ça ne concerne pas les FSE ou les HSE. Donc, il y a un sacré travail à accomplir tant dans les entreprises que dans la société. Absolument. C'est comme si, dans conciliation travail-famille, c'est comme si on ne nous inclut pas. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je souhaite travailler dans les prochaines années, à éduquer, à faire comprendre davantage au grand public comment ça peut être difficile de naviguer la vie sociale, mais aussi la vie au travail quand on est sans enfant. Donc, ça va être mon prochain sujet d'intérêt dans les prochaines années. Donc, j'en ai pas parlé beaucoup encore en entrevue, donc c'est comme un petit scoop que vous avez aujourd'hui, Gaëlle. Donc, voilà. Et finalement, comme on dit au Québec, la cerise sur le sundae, c'est que bien, j'ai terminé en juin des études pour être thérapeute en relation d'aide parce qu'un des rêves que j'avais, c'était encore là d'aider concrètement les femmes à faire le deuil de la maternité et ce en français parce qu'il y a beaucoup de leaders qui le font en anglais aux États-Unis, en Angleterre, mais en France et au Québec, il y en a très peu encore. Donc, moi, mon rêve, c'était d'accompagner les femmes pour qu'elles soient capables de faire le deuil de la maternité avec quelqu'un qui les comprend de l'intérieur. Et en toute modestie, je suis fière du travail que j'ai accompli dans les dernières années pour être en mesure d'offrir cette présence au FSE en virtuel. Donc, j'accompagne en thérapie en virtuel et en présentiel dans ma ville de Saint-Bruno de Monterville, au Québec, près de Montréal. Alors, tout un parcours. Et d'ailleurs, félicitations pour cette détermination dans votre engagement. Alors, on se rapproche de la fin de l'épisode. Tout à l'heure, vous disiez qu'on parlait plus du sujet dans les pays anglo-saxons. Il existe un événement qui s'appelle la World Childless Week, que l'on peut peut-être traduire par la Semaine mondiale sans enfants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Alors, ça fait 5 ans que la World Childless Week a été créée par Stephanie Joy Phillips en Angleterre. Donc, en fait, on est toute une communauté, je l'appellerais underground. On se parle, toutes les leaders qui travaillons sur la question des femmes sans enfants par circonstance. Et il y a un besoin qui a été nommé à un moment donné de créer une journée pour les femmes sans enfants par circonstance. Et Stéphanie s'est dit, ben non, une journée, c'est pas assez. Moi, je veux créer une semaine. Donc, c'est toujours une semaine qui a lieu au mois de septembre.
Et dans le fond, ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est que il y a plusieurs ambassadeurs qui se portent volontaires pour porter la World Childless Week et la faire connaître sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes plusieurs leaders d'un peu partout dans le monde. Il y a moi au Canada, il y en a beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, et il y en a maintenant aussi un homme sans enfant en Afrique. Donc, c'est vraiment fou comment cette semaine prend de l'ampleur. Et chaque journée est dédiée à une thématique précise. Donc, on peut y participer de différentes façons. Donc, si on est une femme ou un homme sans enfant, on n'a pas besoin d'être un leader sur cette question de non-maternité ou de non-paternité pour participer. Alors, on peut envoyer des textes qu'on écrit soi-même sur les thématiques qui sont annoncées et de cette manière, participer en envoyant des œuvres. Ça peut être des œuvres littéraires, il y a déjà eu aussi des œuvres plastiques, des œuvres photographiques qu'on a pu envoyer à travers les années. Les leaders FSE et HSE, donc comme sans enfants, réalisent chacun de leur côté aussi des entrevues avec des personnes qui parlent de ce thème-là. Il y a aussi des webinaires qui sont organisés. Donc, une foule d'activités sont mises en place et beaucoup de contenu est créé et diffusé lors de cette semaine. Et donc, c'est vraiment un moment dédié aux échanges, aux rencontres et au partage durant cette World Childless Week. Et d'ailleurs, pour les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient en savoir plus sur ce rassemblement, qui est plutôt en anglais, je vous donnerai le site en fin de podcast et en description du podcast. Alors, comment on fait si on veut entrer en contact avec votre tribu des FSE? Alors, si vous êtes une femme sans enfant et que vous avez envie de rencontrer des femmes sans enfants comme vous pouvez vous joindre au groupe Meetup, dont j'ai parlé plus tôt dans l'entrevue. Je n'ai pas de groupe Facebook. Par contre, je lance parfois des petits groupes épisodiques. Par exemple, il m'est arrivé de lancer un groupe pour nous aider à traverser la fête des mères. Un groupe, ce sont des groupes éphémères, un groupe pour traverser les fêtes. Donc, ce sont des groupes que je lance de temps en temps pour vraiment arriver à soutenir les femmes dans des périodes charnières de l'année. Parce qu'un des défis pour les FSE, c'est de naviguer à travers toutes les fêtes qui peuvent être des déclencheurs très puissants pour elles. Donc, à ces moments-là, ça peut être intéressant de se joindre à ces groupes épisodiques. Et j'irai aussi avec une recommandation. Suite à la World Childless Week l'année passée, il y a une femme qui a participé à mon groupe éphémère, qui a eu envie de démarrer un groupe elle-même. Ça me fait toujours plaisir de partager le nom de son groupe parce que je la trouve très bienveillante dans son approche et je trouve génial ce qu'elle fait. Donc, le groupe s'appelle Entre femmes pétillantes sans enfants et on peut trouver le groupe sur Facebook. Donc, je recommande aux femmes qui ont envie de discuter d'une manière virtuelle entre FSE, ça peut être une belle manière de le faire. Voilà, c'est sur cette promesse de rencontre, de nouvelles amitiés, peut-être que se termine l'épisode. Merci beaucoup, Catherine Emmanuel, de nous avoir partagé si simplement votre histoire. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire cet épisode qui concerne tant de femmes. Et j'espère que ça éveillera les consciences sur ce qu'elles ressentent durant toute leur vie et sur le besoin de reconnaissance de leur singularité. Alors merci pour elles et puis merci pour eux aussi, puisqu'on a parlé des hommes également dans cet épisode. Ah, merci Gaëlle. Merci, c'était vraiment une belle rencontre de cœur à cœur. Merci. Et j'espère que mes mots vont avoir aidé une FSE
ou un HSE quelque part qui se sent seul, qui se sent incompris, parce que j'ai vraiment à cœur que ces personnes se sentent importantes parce qu'elles sont importantes. Elles sont importantes pour moi. Alors pour terminer, je vous propose de retenir 4 clés importantes que Catherine Emmanuel nous a livrées. La première, c'est que ce deuil est difficile parce qu'il est réactivé partout autour de vous. La deuxième, si ça vous parle, vous pouvez organiser un rituel pour vous aider à accepter votre réalité. La troisième, vous n'êtes pas obligé d'accomplir de grandes choses dans la vie ou de transmettre à tout prix. Fichez-vous la paix. Et la quatrième, c'est un deuil qui conduit à vous connecter à ce qui a du sens pour vous, à votre flamme intérieure. Pour retrouver l'actualité de Catherine Emmanuel de Lille, vous pouvez vous rendre sur son site femmesansenfants.com. Et puis pour l'événement annuel de la Semaine sans enfants, vous pouvez consulter le site worldchildlessweek.net. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur vos plateformes favorites. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.